Bonjour, OK. je m'appelle Anuban Kate, vous êtes sur le plateau des Forum France Inde et comme d'habitude, j'ai aujourd'hui une nouvelle invitée dans ma série Art de vivre à la franco-indienne. Mais cette fois, cette invitée, elle est un petit peu particulière parce que c'est la première indienne que je vais interroger qui n'habite pas à Paris. Elle habite dans un petit village, Les Pieux, dans le Cotentin. Et il y a 3 ans, en faisant un petit périple en vélo, j'ai rencontré Bharti Mishra dans son village. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de la voir avec moi. Alors, bienvenue Bharti, bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup Anuband, contente d'être ici et c'est un super travail que vous faites. Je suis bien. Votre Merci, merci. diaporama était chouette. Non, on est content de faire connaissance avec les Français, les Indiens et surtout sur leurs expériences de vie dans le pays d'accueil. Donc, commençons par ton enfance, où tu es né en Inde, où un petit peu sur ta famille. Euh, c'est quel endroit en Inde que tu es né? Euh, je suis née à Bombay, dans le banlieue de Bombay, ça s'appelle Thane. Et là-bas, j'ai grandi, j'ai fait mes études là-bas aussi. Ma famille d'origine vient du nord de l'Inde, Uttar Pradesh. Et je suis aussi très attachée à cet État et j'y retournais régulièrement quand j'étais petite pour chaque vacances scolaires. Bien sûr, mon éducation est beaucoup imprégnée aussi de nord de l'Inde et à la fois aussi, il y avait une diversité exceptionnelle. Vivant à Bombay, il y avait des gens immigrés de partout. J'ai toujours grandi dans cette diversité, mais en gardant une identité forte de la famille. D'accord. Il me semble que tu m'avais aussi dit que ta maman, elle était de Maharashtra et ton papa, il était d'Uttar Pradesh, n'est-ce Bon, pas? ma mère est née en Maharashtra, mais elle était aussi de UP, mais ma mère, elle est bercée parmi les Maharashtriennes, donc les gens de Maharashtra, et on ne pouvait pas distinguer si elle était de cet État ou pas. On pensait vraiment qu'elle était une Marathi, donc une Maharashtrienne, et elle adorait toute la littérature, la cuisine. Chez nous, mange énormément. Il y a l'influence de la côte Konkan, de Maharashtra. Oui, oui, c'était très riche grandissant avec ça. Et ma mère, de l'entendre parler très bien marathi, on était très fiers aussi. Maintenant que je me rappelle petite, c'était assez chouette d'avoir ça. Et ça donnait accès à plein d'autres choses aussi. Euh, Dès qu'on était dans une souci administrative ou dès que c'était pour rencontrer des personnes ou même aller faire des courses. Parler une langue étrangère, comme tu le constates ici en vivant en France, c'est quand même extrêmement utile. Et pour les Indiens, on a tellement de langues, donc oui. Ouais. Mais est-ce qu'il est, ce qui est sous-entendu ici, tu me diras si c'est correct ou pas, c'est que ta maman, elle a quelque part apprivoisé, adopté la culture de Maharashtra, Marathi, plus que ton papa? Complètement, parce que mon père, il est arrivé pour son travail tard, extrêmement timide de sa nature. Oui, il comprenait des mots en marathi, mais il n'a jamais osé parler. Il regardait quand même des films avec ma mère et des séries aussi dans cette langue. Mais non, non, il a jamais osé parler marathi. Et c'était plutôt à travers de nous parce que nous, on a appris aussi à l'école. Et nous, quand on y discutait, il s'intéressait. Mais non, il est resté plutôt, on va dire, en second plan. Au niveau D'accord, cuisine, il aimait bien quand même. d'accord. Et vous étiez, vous êtes combien? Tu as des frères, tes sœurs? J'ai deux grands frères. Malheureusement, j'ai perdu mes parents pendant Covid, une après l'autre, les deux. J'ai deux grands frères et on est très liés. Et du coup, quand je rentre en Thane, à Bhayandar, à cette ville où j'ai grandi. Et je retourne chez mes frères. Mais chez mes frères, c'est comme si j'étais chez moi. Il y a pas cette distance. Je me sens arrivée à la maison, en fait.
Du coup, dans la famille, entre vous, vous parliez l'hindi, n'est-ce pas? Toujours hindi. Oui, D'accord. et aussi un petit peu Bhojpuri qui est un dialecte awadhi de nord de l'Inde. J'aime beaucoup aussi, on parlait vachement ça aussi quand on va au village. Et c'était intéressant parce que comme c'est une langue encore plus vernaculaire, on va dire, que hindi, c'était un Mhm. peu la honte, les enfants qui vivaient à Bombay, s'ils parlaient cette langue en fait. Mais ma mère a toujours voulu, je pense, qu'on s'adapte à chaque situation et bah, on l'entendait parler avec d'autres gens et du coup, je pense qu'on a appris, moi j'ai appris comme ça en tout cas et j'aime bien aussi parler cette langue. D'accord. Et quand tu dis Uttar Pradesh, c'est quelle ville exactement, quel coin d'Uttar Pradesh? Pas très loin de la frontière de Népal, ça s'appelle Basti. C'est 5 heures de Lucknow. Mhm. Et c'est c'est plat, c'est pas très joli, je dirais. C'est pas les montagnes, c'est pas la mer. Mais oui, je me souviendrai toujours de mon enfance là-bas et plein de manguiers, plein de, enfin oui, plein de fruits rouges, des champs et des champs, des légumes et des, voilà. Donc c'était chouette quand même. D'accord. Quand tu dis enfant, cela veut dire quand tu allais pour tes vacances ou tu as vécu quelques années là-bas? J'ai vécu peut-être une petite année, mais je me souviens pas beaucoup, j'étais petite, mais sinon j'allais tous les ans 2 mois. D'accord. Ok. Et quand tu dis Thane, bah, Thane, c'est pas très loin de Bombay. On peut dire que c'est dans la périmètre Ah de oui, oui, bien sûr, oui. oui. Donc, quelle était cette expérience de vivre, de grandir dans cette mégapole indienne qui est Bombay? J'adore, oui, ça me manque d'ailleurs. Oui, moi j'ai beaucoup aimé parce que comme je te disais au début, il y avait cette diversité. On avait des voisins de partout, des gens de Rajasthan, les gens de Tamil Nadu, les gens de Maharashtra. Du coup, il y a ce côté dans des grands immeubles, en tout cas avant que les portes sont toujours ouvertes, donc les gens se retrouvent, tu as les odeurs de chaque maison, de cuisine différente qui se mélangent et c'est vraiment ouais, c'est vraiment un treat, quoi. Enfin, c'est génial Mhm. de témoigner ça. Et après, c'était aussi très difficile parce que nous, on venait quand même d'un milieu très modeste. Mon père, il avait un travail qui payait pas très bien. Ma mère, elle était femme au foyer. Et donc, c'était quand même la galère aussi de prendre le train, quand j'allais étudier, que c'était loin, et après pour travailler plus tard aussi. Là-bas, c'était tout ça, c'était quand même la vie te prend aussi, t'es ensemble quoi. Il y a l'énergie de Bombay et tu le donnes et tu le reçois, mais dans tous les sens en fait, c'est intense, je dirais. Mon enfance était intense et mon adolescence aussi. Oui. D'accord. Et quel souvenir de l'école tu gardes? Est-ce que c'était l'école semi-médium, marathi, anglais ou c'était que l'anglais? C'était public, c'était que Marathi et Hindi. J'étais dans une école publique. Ma mère avait allez, chaque année tanné le principal. Ma fille, c'est une fille, elle va pas payer ses études. Elle va pas payer ses études. Bon, de toute façon, c'était public. Ah, Non, il y avait pas beaucoup de place, donc on n'avait vraiment pas de terrain de sport. Mais mais je me souviens quand même qu'on arrivait à faire des choses dans la rue, genre avoir une cuillère dans la bouche et garder un citron et courir avec pour faire l'équilibre, tu vois. Mm, c'est- Donc, oui, c'est le même jeu qu'on jouait pendant les festivals de Ganesha. exactement, voilà. Ah, ça, je me souviendrai toujours. Je me souviens aussi que ouais, c'était à l'ancienne, hein, j'avais un prof, si tu avais des très bonnes notes, fallait que tu tapes les autres de la classe. Oui. Ça, je me souviens aussi parce que ça, c'était un peu n'importe quoi. Mais non, mais les souvenirs que j'ai vraiment quand t'es enfant, les souvenirs que t'as, c'est aussi de partager ton lunchbox, en fait, tu vois. Ça c'est vrai. Ça se fait beaucoup en Inde, ou ça se faisait au moins. Puis je pense que ça se faisait en tout cas beaucoup.
Et n'habitant pas très loin, et ma mère, comme elle était femme au foyer, elle apportait frais des choses tout chaud. Et après, on partageait toujours. J'avais une amie qui avait vraiment des petites pickles particulières de Rajasthan que tu as, qu'on pouvait manger. Enfin, il y avait une envie aussi d'arriver à cette heure-là à l'école et Mhm. partager le repas avec l'un et l'autre parce que c'est vraiment un moment aussi encore une fois, c'est un moment de connexion. On soude les liens à travers la nourriture, les langues et d'autres choses. Donc, je pense que ça m'a toujours marqué. D'accord. Et plus tard, qu'est-ce que tu as fait comme études et où? J'avais des bonnes notes, donc évidemment, ils m'ont un petit peu, on va dire, forcée, influencée, pour que je prends quand même les études scientifiques. Donc, j'ai fait dans le centre, là, j'étais vraiment dans le cœur de Bombay. Et j'ai fait les études à Colaba, précisément, et j'ai fait les études de sciences et j'ai une licence en botanie et horticulture. Mhm. Et voilà, et après j'ai travaillé, puis plus tard j'ai eu un master en gestion internationale, enfin, de commerce. D'accord. Non mais attends, du coup, tu as fait à Kulaba cette science en botanie, donc c'était un diplôme, Oui, euh, une licence. licence. Et ensuite, tu as travaillé, tu as dit, n'est-ce pas? Et où est-ce Oui. que c'est toujours à Bombay que tu as travaillé? Ouais, et juste pour donner une anecdote, donc toutes mes études c'était en hindi au marathi, ok? Et là, j'avais 16 ans, et là, d'un coup, tout est en anglais, et c'était, oh, waouh! Donc, tu vois, tu passais complètement l'anatomie, mais tout était en anglais. Et c'était quand même, ouais, en rétrospective, c'était quand même un moment assez, ouais, je pense, challengeant, et beaucoup des gens qui venaient avec des langues vernaculaires, c'était difficile pour eux Oui. de Non, mais tu s'adapter. as complètement raison parce que bah, moi, je viens de la même région que toi, Maharashtra, mais je viens de la partie l'Est, à Wardha, à côté de Nagpur. Et là, j'ai eu de la chance parce que j'avais ce semi-English medium, comme on dit. Donc, jusqu'à fourth standard, quatrième. Donc, quatrième, ça fait combien? 10 ans. Oui, Avec tout était en marathi. Et ensuite, pendant 3 ans, j'ai commencé à apprendre l'anglais. ah bien. Voilà, et à partir de cela, sciences et mathématiques, pendant 3 ans, c'était en anglais. Ah, Et à c'est chouette. l'université, tout était en anglais. Du coup, cette transition était assez fluide. Et Oui, du coup, je comprends que ça doit être vraiment difficile pour toi oui, de faire ce, voilà, de ce changement brusquement. oui, très frappant. Et même, il y a d'autres changements. Évidemment, tu es jeune, tu arrives à l'université et après, en plus, tu as ça où tu comprends pas. Donc, c'était, D'accord. mais c'était Donc, peut-être cette expérience t'a préparé pour un grand choc ensuite en France. Oui, tu nous diras d'ailleurs. Mais du coup, je reviens oui. euh, au fait qu'après ta licence, tu as travaillé. Donc, c'était dans quel domaine et où? Donc, j'ai tout de suite travaillé, si tu veux, avec, j'ai faisais les boulots universitaires, par exemple, quand j'étais pour mes études, quand j'étais en bachelor à l'université moi-même. À côté, moi, je faisais aussi quelquefois les cours de hindi et les corrections des copies, et des choses comme ça, qui me donnaient l'argent de poche, qui me permettaient de gagner un petit peu ma vie. Et ensuite, j'ai découvert Alliance française parce que l'université où j'étais, il y avait les cours de français. Mais quand je suis allée voir la prof, elle m'a dit, bah déjà, vous n'avez pas un bon niveau d'anglais, vous n'allez pas y arriver. Donc, j'ai Hmm. dit, OK. Et après, moi, je me souviens, j'avais, avant-dernière année de ma licence, parce que c'était vraiment à côté de la gare où je prenais le train tous les jours, j'ai dû voir une affiche, quelque chose d'un film. Et du coup, j'ai suivi, je suis allée et j'ai découvert cet endroit bah, complètement différent, plein de livres, les gens qui parlent une langue que je ne connais absolument pas. Donc, tu vois, j'étais curieuse, et après, j'aurais demandé pour les cours et tout. Et c'était quand même pas donné pour moi.
qui venait de banlieue et après il cherchait quelqu'un pour, un petit peu écrire des articles et gérer des activités, culturelles, hem, mi-temps et du coup, bah, j'aurais postulé, puis j'étais prise et j'ai eu grâce à ça aussi accès aux cours gratuites. De français, Alliance française. Oui. D'accord, OK. Et du coup, j'ai pas étudié tous les niveaux. J'ai étudié, quelques niveaux. Après, j'ai préparé plutôt des examens de DELF-DALF moi-même. Mmh. Je les ai passés. Mais j'ai travaillé, avec l'Alliance et à un moment, j'étais coordinatrice aussi de DELF-DALF pour, Maharashtra. Ouais. Waouh, c'est vrai. Il y a d'autres questions qui viennent pour moi. C'est que, déjà, il faut peut-être mettre ça dans le contexte. Tout ça, c'était dans quelle année, quelle période, quelle époque? Bon, là, j'ai 36 ans cette année. Je pense qu'il y a 16 ans, peut-être, tu vois, bah, j'avais peut-être 18 ans, 19 ans, je dirais. D'accord. Donc, il y a 18 ans. Bien sûr, 19, 18 ans, oui. D'accord. Donc, c'est début 2000, l'année de début 2000, on peut dire. Oui, oui, 2000, 2001, oui, je pense, oui. D'accord, OK, très bien. Et c'est vrai que, bah, parce que moi aussi j'ai fait les études, de français à Alliance française de Bangalore et à l'époque, je me souviens aussi, bah, c'était cher, mais si on compare avec les prix d'aujourd'hui en Inde, c'était moins cher. Bien sûr. Et en plus, j'avais de la chance que, bah, ma première entreprise m'avait, financé mes cours. Donc ça, c'est vraiment ça ouvre, mmh, quelque chose de nouveau, Mmh, inédit pour nous, une mmh. autre expérience. Mais comme tu venais de dire qu'il avait un découragement de la part de, je sais pas ce que de D'accord. ton professeur, oui, de prof et quand elle t'a dit que tu n'as pas une bonne base d'anglais et comment tu vas apprendre le français. C'est vrai, quand j'étais à l'Alliance française de Bangalore, il y avait un professeur qui disait: «Mais nous, est-ce que tu comprends? Si tu comprends, ça leur dit tout le monde le comprend». Et ça, je trouve dommage que ça reste quand même quand il a des professeurs indiens, il a certaines habitudes qui ne sont pas, voilà, qui ne partent pas. Bon, mais il y a une autre chose qui m'a intrigué, c'est que tu as dit que tu as fait des boulots universitaires, tu as fait des jobs d'étudiant Oui, et pour j'avais la moi même âge à peu près que les étudiants. d'accord. Non, mais ce qui m'étonne, c'est qu'en Inde, c'est pas très courant. En France, ça se fait et j'étais étonné d'ailleurs quand j'ai fait mes études ici, j'ai pu faire aussi des jobs d'étudiant et ça permettait de financer tes études ou de survivre. En Inde, on n'est pas sûr parce que rien n'est garanti. Il n'y a pas un SMIC, il n'y a pas une rémunération minimum garantie. Travailler dans un petit restaurant ne te apporte pas autant. En plus, il y a de l'exploitation et tout ça, c'est pas défini. Donc, est-ce que, étant à Bombay, Mumbai, c'était différent qu'ailleurs en Inde? Je pourrais pas te le dire parce que moi j'ai que expérience de Bombay pour ça précisément, mais je pense que pour moi c'était vraiment ce milieu aussi universitaire et du coup, aller faire les cours, j'avais déjà des prix fixes que j'allais gagner. J'allais pas gagner beaucoup, mais quand même, voilà, correction Mhm. copy, je vais être payée tant, aller enseigner ça, j'allais être payée tant et je me souviens maintenant aussi que très vite, j'ai enseigné aussi dans des universités, dans des instituts, assez réputés. J'ai remplacé une prof de français qui était enceinte, et je l'ai remplacée quand même pendant, 6 mois et moi j'avais, 22 ans et les élèves, ils avaient 17, 18 ans. D'accord, donc l'écart n'était pas énorme. Les classes de 50, 60, je me souviens même pas, tu vois? Ouais. Donc Mais, d'accord. ça Mais permet l'argent. Mmh. ce que tu disais par rapport au niveau d'anglais, en fait, il y a une Française, et c'est un de mes amis qui m'ont dit qu'elle enseignait le français en Inde. Elle avait trouvé que les Indiens qui venaient des milieux ruraux, euh, ils apprenaient le français mieux que ceux qui venaient des périmètres ou des endroits urbains parce qu'elle pensait justement il avait moins d'influence et l'emprise de l'anglais et qui est dans la plupart des cas une sorte d'empêchement, c'est un empêchement.
Donc, c'était comment ton expérience d'apprendre cette langue française? Oui, je pense que je suis très phonétique quand même, tu vois. Du coup, moi, comme je connaissais très bien les bases de hindi, quand j'entendais français, j'écrivais en hindi ce que j'entendais. Mhm. Et à partir de là, j'ai jamais trop cherché à tout comprendre, tu vois. Donc, et même encore. Et donc, à partir de là, c'était plus pour moi pouvoir communiquer. Et ça passait, tu vois. Grâce à Hindi, j'arrivais quand même à voilà, accentuer où il y avait besoin phonétiquement et parler. C'était pas, évidemment, il y a des choses en grammaire, en français aussi qui sont assez difficiles. Je dirais, c'est pas non plus une langue très très facile. Il y a des Mhm. cours qui demandent quand même de la préparation. Mais j'ai toujours gardé mon intérêt. Ça m'a pas trop découragée en tout cas. C'était pas, ah, je fais un effort. C'était vraiment un plaisir pour moi d'aller apprendre français parce que c'était aussi, à la fois, c'était une activité que je m'offrais à l'époque. Savais pas ce que j'allais faire avec ça. Et c'est la première fois que je m'offrais un truc. Mhm. C'était chouette. J'étais contente, enfin, ça me vidait la tête, je pense aussi. D'accord. Donc, quand on entend aujourd'hui ta voix, elle est très claire, la prononciation aussi. Mais je me demande, par rapport à l'écriture ou la lecture de français, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens à l'aise ou non? Ou c'était progressif, les progrès que tu as fait? Je pense que je me sens assez à l'aise. Là, en ce moment, je lis pas beaucoup parce que j'ai ma fille, mais pour lire, pas de problème. Pour écrire, je ne sais plus trop, tu vois. Je peux très bien écrire, mais, euh, mais je vais toujours comparer à mon niveau de hindi et du coup, je vais me dire, ah non, ah, c'est pas aussi bien, tu vois. Voilà, Mhm. c'est plutôt D'accord, ça. Mm. très bien. Du coup, tu disais que tu as passé l'examen d'ALF C1, c'est ça, le niveau Oui, que... je sais, hein, oui. Et c'était en Bombay, c'est toujours là-bas que tu as passé? Oui. Et c'était en quelle année, tu te souviens? Je me souviens pas, peut-être c'était 2012, 2011, je ne sais pas. Oui, D'accord. Et ça, c'était avant de venir en France, n'est-ce oui, pas? Ok. oui. Donc, maintenant, peut-être que tu peux nous expliquer quel est le lien avec la France. On sait ça passe peut-être par l'Alliance française, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement que ça, tu es venu en France ou... C'est encore une fois complètement, tu vois, parce que là, j'ai commencé à apprendre le français et du coup, c'était waouh, je parlais bien. Après, j'ai reçu une bourse pour venir étudier. L'ambassade de France donnait des bourses il y avait une université à Lille de management. Euh, En vrai, au début, j'avais vraiment pas envie d'aller là-bas. J'avais envie d'aller plutôt à Paris pour faire Sciences Po. J'avais absolument pas de moyens de me le payer. Ils ne proposaient pas les bourses de ce que j'aurais eu besoin pour vivre à Paris. Il y avait cette université à Lille de management qui s'appelle l'IESEG. Et ils m'ont donné de la bourse, genre j'ai dû payer 25% même, enfin mon tuition fee, j'ai quasiment rien payé. Et en plus, l'ambassade de France me donnait une bourse. Donc je vais dire que je suis juste partie en France parce que j'avais eu cet soutien financier et j'avais envie de découvrir l'Europe. Autrement, ça ne m'aurait pas arrivé, tu vois. Donc je me suis dit, tiens, je vais sauter sur l'occasion et j'y vais. D'accord. Et c'est pour ça que je suis arrivée en France, oui. Donc, c'était un master que tu as fait en Oui, commerce, c'est bien oui, ça? Et oui. c'était en quelle année, du coup? Ça, c'était de 2011 à 2013. Ouais, enfin, oui, avec les Deux stages. années de master, d'accord. Ah, c'est rigolo parce que moi, j'étais à Lille et moi, Mhm. j'ai commencé aussi mon début de la vie française. Et c'était à Lille, l'université publique, et c'était entre 2006 et 2008. Mhm. Du coup, on a la même ville qui nous a accueillis. Euh, Oui, Est-ce que tes cours, du coup, étaient en français? non, c'était en anglais. C'était en anglais, d'accord. Anglais. C'était un master avec international, tu vois. Non, c'était en anglais et j'ai absolument pas aimé le milieu de management. J'ai même détesté les gens qui venaient. Je trouvais que c'était quand même une ambiance particulière, très hautain et je me trouvais complètement perdue.
Mmh. Je voyais pas non plus, qu'est-ce qu'ils cherchaient même, même niveau, enfin, de toute façon ça matchait pas. Ça matchait pas du tout, avec, mes idéologies, mais aussi également, je pense, avec mon niveau de vie. Et je me rappelle que les seuls amis que je me suis fait, c'était des étrangers un peu dans l'université de Lille ou à Sciences Po Lille, finalement en sortant et en faisant des d'autres activités et il y en a que j'ai gardé comme amis, mais de mon promo de l'ISEG, j'ai zéro ami. Donc je devais être très mauvais en networking aussi, mais je n'ai gardé aucun contact parce que franchement, c'était vraiment un monde que je comprenais pas, oui. D'accord. Mais je remarque également que ta licence, tu l'avais fait en sciences, donc botanie, Mmh. et ce master était en commerce. Donc, quelle était la motivation pour choisir un milieu commerce? Bah, déjà parce que celui-là, j'avais la bourse pour le faire, donc c'était bien. C'était une université prestigieuse quand même en France, c'est reconnu. Puis, il y avait des sujets quand même qui m'intéressaient. Il y avait la gestion de projet, il y avait, le côté ressources humaines aussi, que j'avais envie d'explorer. J'avais déjà un petit peu travaillé auparavant, donc j'avais envie de voir ça. Donc je suis quand même allée vachement avec un esprit ouvert. C'est au fur et à mesure, dans ce master que je me suis rendu compte que c'est vraiment pas pour, moi à ce moment-là, en tout cas, c'était pas pour moi ce monde, oui. D'accord. Bah, je comprends que le choix ne t'allait pas bien, mais malgré cela, quelle était ton expérience de système de l'éducation française, même si c'est pas typique puisque c'était en anglais, c'était pas vraiment en français, mais quelle différence par rapport à l'Inde tu as noté? Est-ce qu'il y a des points que tu as appréciés ou Pas moins? facile de questionner tes profs déjà, tu vois? Moi, j'avais quand même des profs de partout, des profs français, d'autres profs européens, les profs d'ailleurs aussi. Je trouvais quand même qu'il y avait ce côté, moins hiérarchique, on pouvait poser des questions à nos profs assez facilement. Tu Mhm. peux les interrompre, tu avais le droit d'être d'accord et pas d'accord, en tout cas, je le faisais et j'avais un plaisir de le faire, et ça, c'était quand même pour moi nouveau parce qu'en Inde, c'était souvent, on ne dit rien, on fait, c'est le prof, il y a toujours cette distance, tu vois? Et donc Mhm. ça, j'aimais bien. Puis il y a aussi tous ces avantages quand tu es étudiant, même niveau la sécurité sociale, pas toutes les associations. Donc tout ça, c'est quand même c'était très chouette aussi d'avoir, cet encouragement quand on est étudiant et ce soutien Ouais. aussi, D'accord. Avant de continuer, je voudrais quand même revenir au fait que tu parles plusieurs langues, parce oui, que tu m'as dit, donc déjà on a compté hindi qui est ta langue maternelle, il y a marathi, il y a l'anglais, il y a français avec le niveau C1, et tu m'as aussi parlé de l'espagnol, il me semble. Donc, oui, donc espagnol, tu vois, j'avais un petit peu appris en Inde, parallèle beaucoup plus tard que français, mais un petit peu. Mais surtout, j'avais une collègue à colloque à Lille. Elle était de Valence, Valencia, de Espagne, et elle détestait le français et les Français. Et du coup, tu vas pour pouvoir communiquer avec elle, pour la comprendre et tout, je me suis vraiment, enfin, on va dire que j'ai fait vraiment un active listening. J'ai vraiment écouté, écouté, écouté et je te jure que ça m'a vraiment bien, bien aidée, m'a beaucoup amélioré dans mon espagnol. Elle m'a fait découvrir les chansons. Après, j'ai commencé à écouter et regarder des films et en faisant beaucoup ça, il y a quelques années, j'ai passé un B2 en espagnol, tu vois? Un B2 de wow, délai. bravo. Mhm. Mmh. Et tu es aussi allé en Espagne? Est-ce que tu as fait des visites, voyages? Je suis allée une non, je suis jamais allée, j'ai jamais fait de séjour encore, ni en Espagne, dans les pays, latinos, mais je suis passée par l'Espagne pour aller au Portugal, je suis passée par Salamanca l'année dernière, et j'étais là une, après-midi et j'ai pu évidemment commander tout en espagnol et tout ça, oui, c'était sympa. Donc Je suis très étonné parce qu'on a beaucoup de similitudes dans nos expériences. Quand j'étais à Lille, j'ai fait connaissance avec quelques amis italiens.
Et Mhm. pareil, il ne pratiquait pas l'anglais ni bien le français. Mais on est quand même devenus amis. Du coup, j'ai fait le pas pour apprendre l'italien. Après, on m'a invité en Italie. J'ai fait des voyages. Donc, il y a des choses qu'on ne décide pas. Et ça arrive. On saisit les opportunités, les possibilités, les amitiés. Voilà. Et c'est vraiment chouette. Ouais, c'est Euh, vraiment chouette. Ah, j'aimerais apprendre l'italien. J'aimerais aussi- beaucoup. oui, c'est vrai. Avec français et espagnol, tu n'auras pas beaucoup de difficultés. Ça, c'est vrai. Je vous rappelle, je suis avec Bharati Mishra. Elle nous partage ses expériences de vie, très précieuses, très sympas. Alors, je continue. Donc, 2013, tu as terminé ton master à Lille. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Tu es resté en France, tu es rentré en Inde? Donc, 2013, c'était aussi l'année de mon stage. Donc, j'ai fait un stage, bon, je vais dire, enfin, j'adore quand même la mode et en Inde, à Bombay, j'ai toujours été fascinée aussi, initiée avec ma maman, à toujours aller chercher des tissus, me faire faire des vêtements, les dessiner et vraiment aller dans les textures, on va dire, des tissus. Et du coup, là, c'est venu, après, j'avais des choix de faire des stages et du coup, je me suis dit, bah, je vais aller essayer de faire quelque chose dans la haute couture, voir, parce que de toute façon, j'ai des conventions de stage. Donc, j'ai trouvé un stage dans le cœur de Paris, à rue de Tuileries, dans une petite maison de cuir très très luxe, tu vois. J'ai même eu l'occasion d'une fois accueillir Vincent Cassel pour ses mesures, si tu veux. Et Wow. c'était vraiment horrible comme endroit. Les gens, ils étaient, mais comme ils disent dans les films de mode, comme Devil Wears Prada, enfin, franchement, c'était le directeur de la boîte, il venait, il te disait, mais non, mais tu fais pas une vraie 36, hein, faut que tu perdes du poids. Non, c'est pas une vraie 36, hein. Où il y avait une fille à la réception qui avait déjà essayé de se suicider. Il y avait une fille de sud. Enfin, vraiment, c'était un milieu très, très. Et j'étais payée très, très peu. Tu sais, tu as des paliers de stage. Tu peux te payer minimum 430 euros, je pense. Avec ça, à Paris, euh, tu fais pas grand-chose. Et j'avais un ami qui m'accueillait à ce moment-là dans la chambre de bonne. Il me laissait sa chambre de bonne. Et Mhm. lui, il allait vivre chez ses grands-parents qui avaient de l'Alzheimer. Du coup, il ne me reconnaissait pas, les grands-parents. Du coup, je pouvais descendre dans la cuisine avec lui pour manger. Des fois, il me voyait, des fois, il ne me voyait pas. Mais vraiment, c'était la galère. Et il me disait, mais tu vas pas réussir, mais il faut que tu trouves un truc qui va te payer un peu mieux quand même. J'ai testé pendant, on va dire, 6 semaines. Et c'était dur. Mon boss, il était gentil, c'était un Sri Lankais, il était vraiment sympa. Je faisais l'opération, donc c'était chouette. J'allais quand même voir les ateliers turcs, comment on travaille le cuir, tout ça. C'était vraiment sympa. C'était assez underground comme ambiance et j'aimais bien les artisans, mais c'était trop dur. Et du coup, j'étais là, non, il faut un autre travail. Et j'ai commencé à regarder sur LinkedIn et j'ai trouvé qu'il y avait Sodexo dans le sud de Paris, à Issy-les-Moulineaux. Ils cherchaient un stagiaire chef de projet parce qu'il y avait leur chef de projet qui partait pour congé parental, je ne sais pas pourquoi. Et c'était un projet qu'ils faisaient pour Procter Gamble et ça avait l'air vachement intéressant parce qu'il y avait plusieurs continents euh, à concerner. Donc, il y avait l'espagnol, il y avait aussi le côté Asie, il y avait, bref, ça m'intéressait. Je les aurais contactés dans la foulée, ils m'ont demandé pour entretien, ils m'ont pris direct, tu vois. Du coup, là, il fallait juste informer mes anciens et partir. C'est ça que j'ai fait. Du coup, j'ai arrêté mon délire de travailler dans la mode dans ce contexte. Et du coup, j'ai fait un stage chez Sodexo et c'était intéressant, c'était riche. Et après, tu peux m'arrêter si tu as besoin. Ou sinon, après, je suis allée à Cherbourg et Oui, d'accord. Quel parcours, donc quelle expérience donc dans cette boutique de la mode.
Mmh. dans Paris après un passage à Sodexo. Ah Toujours bon? Ah oui, oui, tu as raison, oui, oui, oui oui, et Cherbourg, donc c'est là que vient ton copain dans la Seine? Ou oui, oui. Et je vais quand même donner une anecdote parce que je trouve que c'est bien dans le contexte qu'on est aujourd'hui, tout de suite. J'ai trouvé le boulot à Sodexo et j'avais pas de logement du coup parce que la situation de bonne, la chambre de bonne ne pouvait pas durer parce que c'était aussi le logement de mon ami. Donc, j'avais besoin de trouver quelque chose. N'ayant pas de garant, n'ayant personne qui peut me loger à Paris, c'était compliqué. J'ai trouvé sur une annonce à Trocadéro, il y avait les gens qui cherchaient chez habitants et loger. Enfin, tu sais, tu payais et c'était pas très cher. Je pouvais le payer avec mon salaire de stage. C'était une chambre chez les gens extrêmement catholiques. C'est les gens de extrême droite. À l'époque, c'était les manifs contre, c'était pour les mariages pour tous et ils étaient contre oui. le mariage pour tous. Mmh. Barack Obama a été élu et tu sais, c'est des gens qui avaient dit que qu'est-ce que le monde va devenir? Ils ont choisi un noir, tu vois, et alors qu'ils me prenaient à loyer à moi. Donc, c'était vraiment, j'ai vécu des situations très drôles, très sarcastiques, tu vois. Aussi, Mmh. c'était un petit peu les riches qui étaient peut-être un petit peu désargentés, ces nobles qui avaient au moins besoin de ça, tu vois, quand même. Un peu d'argent qui tombe. Et pour moi, c'était vraiment une situation compliqué, mais j'ai réussi quand même à faire la cohabitation et je reconnais que dans nos différences, on peut toujours trouver quelque chose sur lequel on peut tenir et on peut discuter, on peut se rapprocher des gens. Ça, c'est Donc, très précieux et très important ce que tu dis. Souvent parce que quand on part à l'étranger, on a des expériences, qui sont inédites, qui inouïes, et ça nous forme, ça nous oblige quelque part aussi, ça nous invite de s'adapter oui, et on peut trouver des 1000 points de désaccord entre nous, mais il y a aussi des points communs et voilà. c'est ça qui nous apprend aussi voilà, de voir des choses avec un petit peu de recul, avec, un peu plus de tolérance. Donc bravo Oui. pour ce parcours. Mais Cherbourg, du coup, est-ce que c'est Sodexo qui t'a envoyé à Cherbourg ou qu'est-ce qui s'est passé? J'avais fini mon stage, il me restait encore 6 mois. Et du coup, là, j'ai trouvé, enfin, je cherchais, j'étais à Paris, je cherchais désespérément quand même quelque chose où je peux travailler, gagner encore un petit peu d'argent et découvrir un peu plus avant de partir en Inde. Jusqu'à ici, c'était jamais dans mes projets, donc je vais rester en France. Enfin, j'étais très contente d'être là, mais c'était pas non plus définitive dans ma tête, jamais. J'aime beaucoup aussi l'Inde et d'ailleurs, je me suis débrouillée pour y retourner quand même pendant mes années étudiantes chaque année, tu vois, d'aller voir ma famille. Beaucoup de gens n'arrivent pas à le faire ou ne veulent pas le faire aussi. Moi, il n'y avait jamais la coupure avec l'Inde. C'était l'Inde toujours dans moi et avec moi, partout où j'allais, quoi. Et donc, j'ai eu, par des contacts, j'ai eu une opportunité dans une toute petite entreprise, dans un TPE, où ils cherchaient quelqu'un qui allait faire un petit peu des recherches sur des éoliennes, parce que comment les implanter, et aussi ils avaient une manager en Espagne qui partait en congé maternité. Donc, bref, c'était pour un peu gérer ses fournisseurs parce qu'ils vendaient aussi des petits matériels du bateau. Enfin, bref, c'était un petit peu dans la sous-traitance. Et il y avait ce projet des éoliennes qui m'intéressait parce que voilà, c'était pour moi un peu plus au niveau énergie, plus clair, on va dire, de reste ce qui existe. Et donc je suis arrivée à Cherbourg et je suis arrivée à Cherbourg et je me suis dit: «Mais c'est vraiment le bout du monde quand Mmh. même là, pas possible. Là, c'est vraiment enfin bon, j'avais quand même fait Lille, hein, mais c'était quand même
les grands immeubles, après Paris, extrêmement au niveau esthétique, non, non, ça inspirait pas du tout et puis le train arrête à la gare de Cherbourg, c'est la fin, mais c'est la fin du monde aussi, quoi. C'est tu à partir de là, tu vas où, en fait? Il faut traverser, la la canal pour aller en Angleterre sinon. Donc tu vois, c'était assez, je veux dire, la première impression, c'était: «Mais qu'est-ce que je fais?» Et après, le travail était intéressant et pas intéressant. La première fois, je me retrouvais avec que des femmes qui étaient extrêmement jalouses de moi, mais je vais l'expliquer pourquoi. Au début, je comprenais pas. Elles m'ont elles m'ont donné des tâches, qui étaient pas des bonnes tâches. Elles m'ont pas confié des bonnes, dossiers non plus et elles me mettaient tout le temps les bâtons dans les roues, mais je comprenais pas. Mais j'ai compris, mon statut d'étudiant faisait que l'entreprise était censée me payer tant de salaire pendant les 6 mois. Et ce Mmh. salaire était SMIC plus, 50, je ne sais pas. Était obligé de le payer quand tu as quelqu'un, en stage étranger, pour toi. Heu et c'était comme maintenant je ne me souviens plus, mais en gros c'était ça et Mmh. du coup, comme c'était une toute petite entreprise, le comptable, les 7, elles étaient vraiment copines et ça faisait des années qu'elles travaillaient là-bas et du coup, il y en avait certaines qui étaient moins payées que moi. D'accord. Mmh. Et du coup, je peux comprendre, tu vois? Mais mais c'était pas du tout un rêve de travailler là-bas, to be very honest. Par Mmh. contre, j'avais pu louer un petit appart sous les colombes, exposé sud, mais trop belle dans le centre-ville de Cherbourg. Là, je faisais mon marché, je faisais des activités. J'étais hyper contente de mon quotidien. Très vite, j'ai Mmh. oublié Paris tu vois, et les côtés dynamiques de Paris parce que j'avais une qualité de vie que moi, venant de Bombay, j'avais jamais eu, tu vois? Et franchement, j'ai apprécié. En plus, j'imagine que tu as pu apprécier la mer, les mouettes, la petite colline de Cherbourg et d'autres choses? Oui, Ça va. et beaucoup de belles choses aux alentours quand même, oui, oui, oui. Mmh. Donc petit à petit, j'ai commencé à quand même, moi, retourner à Paris. Parce qu'au début, c'était tous les week-ends, j'avais besoin de retourner à Paris ou d'autres choses. Mais, heu, mais petit à petit, non, ça s'est atténué et j'étais quand même assez contente de créer les relations de proximité Mmh. avec les vendeurs dans le marché, avec un seul bar où j'allais prendre mon vin. Enfin, je veux dire qu'il y avait quand même ce côté où je crée des liens sociaux que j'avais besoin quelque part aussi en étant seule et étrangère. Et oui, je me suis créé, un un réseau pendant que j'étais là et Mmh. c'était fort agréable et j'ai aussi retenu et que je me rappelle toujours que tu rencontres des gens extrêmement intéressants et riches intellectuellement, même quand tu es dans des endroits très petits. Faut Mmh. pas se donner des idées que non, pour la culture ou pour faire telle chose, on a besoin d'être dans les grandes villes. Forcément, certainement pas. Mmh. On peut trouver des gens like-minded où on veut. Oui, mais est-ce que tu dis ce que tu dis, c'est par rapport à la France ou c'est par rapport à l'Inde ou partout? Et si c'est comme ça, quelle est la raison que ça soit aussi riche et intéressant? Est-ce que tu as une réponse? Je pense que c'est partout parce que j'ai aussi, après j'avoue que j'ai aussi beaucoup vécu à Goa, mais dans le centre de Goa et dans les villages de Goa et et je pense aussi, bah, dans une école même dès que tu es étudiante, si tu vas rencontrer la personne avec qui tu vas avoir des choses en commun, ça va prendre du temps, mais tu vas trouver ça et je ne saurais pas à quoi pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas si on est plus alerte, si on est plus ouverte, aussi étant donné qu'on est dans une sphère qui est limitée. Du coup, les choix se limitent. Du coup, tu sais exactement un peu plus ce que tu souhaites créer ou échanger. Je ne sais pas si c'est ça qui va contribuer à ça. Ouais. Donc cela veut dire peut-être quelque part, étant dans les grandes villes, on a des préjugés, que ce soit en Inde ou en France ou ailleurs,
vis-à-vis des gens qui sont à la campagne et ailleurs. Oui, Et, totalement. donc peut-être oui, il faut faire le pas, il faut sortir, il faut vivre. Oui. Donc félicitations pour ton courage. Et donc tout ça, je pense, donc ton travail, c'était à Cherbourg en 2015, n'est-ce pas? Non, c'était 2014, juste D'accord, ok. après 2013-2014, oui. D'accord. Mais aujourd'hui, tu ne vis pas à Cherbourg, tu vis dans un petit village, tu nous diras. Donc comment ça s'est arrivé la transition? Est-ce que c'est à partir de Cherbourg? Après Cherbourg, du coup, à la fin de mon séjour, j'ai rencontré Basile, mon amoureux qui est surfeur, qui fait des planches de surf et qui voyage un petit peu pour surfer. Il était au Sri Lanka juste avant que je l'ai rencontré. Il venait de rentrer et on s'est rencontrés dans un dîner. C'était un coup de foudre peut-être tout de suite, en tout cas de ma part. Et après, on est restés ensemble en longue distance. Je suis retournée en Inde. J'ai trouvé un travail avec des sous-traitants de l'ONU pour un projet sur les Sustainable Development Goals. Donc, on en parle beaucoup maintenant, mais là, c'était entre 2015 et 2017. Et du coup, j'ai fait ça et je pouvais travailler, ce qui était un rêve aussi, virtuellement de n'importe où. Et j'ai choisi de travailler de Goa. Je me déplaçais en Afrique et en Asie quand il y avait besoin de former les gens sur certaines choses. Et mon conjoint, il a pu trouver des stages aussi en Inde, lui, parce que lui, il faisait les études d'océanographie. Il a pu travailler à l'Institut d'océanographie à Goa pour faire des cartes, pour aller faire des recherches sur la côte du sud, côte ouest de l'Inde. Donc, on a eu cette expérience riche, encore une fois osée, de faire des choses assez, on va dire, différentes euh, et qui étaient vachement satisfaisantes. Ça m'a quelque part confortée dans mon choix de vivre dans une petite ville aussi parce que j'aurais pu économiser de l'argent et vivre à Bombay avec mes parents. Et comme je travaillais virtuellement, mais j'avais envie de tester ça et vivre de cette manière à Panjim. Euh, et après, on a vécu à Bombay aussi. Et on est revenu parce qu'il voulait fabriquer les planches et ça lui manquait d'être à la mer. Et ça s'est pas fait parce qu'on était censé s'installer dans la Charente, pas loin d'Île d'Oléron. Et du coup, on est revenu ici en Normandie, dans le village où il a grandi, parce qu'il pouvait aussi trouver une grange qu'il a retapée pour faire son atelier. Et là, voilà, effectivement, je suis arrivée dans un tout petit village. C'était vraiment l'expérience où tu m'as vue, en fait. Donc, on est rentré ici. Maintenant, ça va faire 5 ans que j'habite sur les Pieux, à Cioto, la plage qui est au pied de chez moi, que je peux descendre facilement. Une très belle région, les gens sont très sympas. J'ai pas eu trop de difficultés à m'intégrer, à me sentir partie de la communauté ici, même si au début les gens sont réservés. Et je suis assez fière parce que c'est vraiment grâce à mes contacts, à moi, c'était pas à travers de mon conjoint ou ses racines. Donc ça, c'est assez chouette. Mais ça reste quand même très difficile, surtout les premiers 3 ans. On a vécu dans un tout petit mobil-home, on a des toilettes sèches, mais même encore, on a des panneaux solaires, donc on est aussi en quelque sorte aligné avec nos convictions, mais aussi essayer de vivre et expérimenter ça, même si ça soit pas dans les normes et que ça soit difficile, de consommer moins, de consommer Hmm. différemment. C'est ça qu'on teste. Et j'avoue, quand j'ai des amis français qui visitent et qu'il y a des toilettes sèches et qui vivent à Bombay surtout, qui sont assez gâtés à Bombay, pour eux, c'est difficile. Tu Ouais. vois, de ne pas avoir des vraies toilettes ou de ne pas avoir un endroit très confortable pour se loger, oui. Mm. En 2021, grâce à toi, quand je faisais ce périple en vélo dans le Cotentin, j'ai passé une très belle nuit à côté de la mer et j'ai vu le reflet de la lune
dans la mer et c'était vraiment une des belles nuits que j'ai vécues. Donc merci pour ça. Je vous rappelle à nouveau que je suis avec Bharti Mishra pour Art de vivre à la franco-indienne sur le plateau des Forums français. Et on est bientôt à la fin de cette discussion, cet échange très, très passionnant, fabuleux. Mais j'ai encore beaucoup de questions. Ce qui m'a aussi interrogé, c'est que vous êtes un couple mixte, un couple franco-indien. Vous avez eu de la chance de vivre ensemble en Inde, en France, et aujourd'hui dans un petit village que tu apprécies. Donc, quelle est l'importance quand on est dans un couple mixte de vivre dans les deux pays? Est-ce qu'il y a un avantage ou pas? Comment tu vis ça? Comment cette relation a- comment on peut dire, a su renouveler, a su s'enrichir grâce à cette expérience? Je trouve aussi, c'est une très bonne question et puis je trouve aussi, c'est aussi l'importance que le couple mixte, chaque personne donne à ses racines, à ses origines aussi, je pense, tu vois? Si jamais certains veulent ne pas y aller ou ne pas aller dans cette zone et l'autre est OK, c'est bien. Mais c'est vrai que pour moi, l'Inde, ma famille, Bombay, c'est très important, j'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose que j'adore donc c'était chouette que Basile puisse être ouverte et volontiers de venir discuter, découvrir les gens, les choses que j'aime bien. J'ai beaucoup de chance aussi qu'il est extrêmement gourmand, il adore la cuisine de la rue et il Mhm. mange très piquant, donc ça facilite beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses quand on voyage et quand on est dans la maison. Et pour moi, il me connaît différemment. Il n'aurait jamais découvert cette partie de moi s'il n'était pas venu dans mon pays et vice-versa. Moi aussi, je le découvre différemment quand on est dans son milieu, quand on est dans ce contexte-là. Donc, c'est vrai que ça enrichit la relation, mais ça aussi permet de gérer les expectations, ce que tu attends de l'un et l'autre, et ce qui peut des fois aider à avancer et trouver des solutions s'il y a des problèmes. Donc, Mhm. pour moi, c'est assez utile, je dirais, de faire ça, d'autant plus que nous, maintenant, on a une fille de 2 ans et pour elle, d'avoir cette mixité est important et il faut faire attention que la France ne domine pas non plus parce elle vit plupart du temps ici. Donc, faire des efforts conscients pour aussi l'introduire l'Inde et elle en fera ce qu'elle en fera, Mhm. ce sera son D'accord. choix. Et la belle famille dans tout ça, comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour lui, pour toi, ces échanges Moi, je entre... pense que pour lui, mes parents sont maintenant morts, mais je pense qu'il était très apprécié aussi parce qu'il mange tout. Donc, en Inde, bah, dès que tu apprécies et tu honores la cuisine, il t'adore. Mais aussi parce qu'il est quelqu'un d'extrêmement calme et gentil et ma famille a beaucoup d'humour. Donc, ils arrivaient quand même à échanger. Et même maintenant, quand il y va, lui, il est très apprécié par tout le monde et il s'entend bien avec ma famille. Euh, Même si des fois les conversations peuvent être limitées parce que les Indiens peuvent aussi être juste sur la télé et à rien à faire des gens et des discussions. Mais je vois quand même que mes frères ils font attention. Donc ça c'est bien. Heu, mais pour moi, c'est très bien. Je m'entends bien avec ma belle famille et en même temps, j'ai des attentes indiennes. Des fois, je pense qu'ils vont jamais être accomplis par une belle famille française, surtout quand tu as un enfant, je pense que tu as envie de plus te rapprocher aussi de chez toi, de ton environnement et ça, même mes copines françaises le confirment, elles sont beaucoup plus à l'aise avec leurs parents qu'avec les beaux-parents quand ça concerne un enfant, quand ça concerne de donner euh, ouais, quoi faire avec l'enfant quand on le laisse et tout ça, tu es moins à l'aise à communiquer avec la belle famille. Mhm. Mais à part ça, on s'entend quand même vachement bien niveau conviction. Je suis quand même assez sereine quand je laisse ma fille à mes beaux-parents et non, on s'entend bien. Ils sont curieux de l'Inde aussi. Je ne sais pas toujours s'ils comprennent ma situation et ils savent qui je suis.
parce que je suis la compagne de leur fils qui vient vivre dans le village et qui est prof de yoga. Mais tout ce qu'on a parlé avant, tout ce que je suis en entier comme personne, je ne sais pas je pense pas qu'ils connaissent cette partie, tu vois, de moi. Hmm. Oui. D'accord. On va revenir au yoga, mais avant cela, je voulais te demander, est-ce que tes parents ou ta famille t'ont visité et réciproquement, est-ce que la famille de Basile a visité l'Inde et ta famille là-bas? La famille de Basile a visité l'Inde 2 fois pendant qu'on y était et une fois, ils ont eu de la chance d'échanger, rencontrer ma famille. Ma famille n'est jamais venue ici. Au niveau financier, moi, ils ne pouvaient pas. J'ai seulement un frère qui a un passeport. Là, ma belle-sœur, elle est en train de faire son passeport et je l'espère vraiment qu'elle pourra venir dès qu'elle l'aura. J'aimerais bien l'inviter. Comme ça, Annie peut passer du temps avec elle. Mais non, sinon, ils sont jamais venus, non. D'accord, ok, très bien. Et est-ce qu'il y a des choses de l'Inde qui te manquent? Oui. Comme quoi, par exemple? Plein de choses me manquent. Ça me manque, Bombay me manque, l'énergie des gens me manque, tous les métiers d'artisans, les gens qu'on peut retrouver pour discuter dans la rue, ça me manque aussi. Cette proximité, cette façon de tout le temps, tu sais, valser entre plusieurs niveaux des Mhm, gens. Et pouvoir être avec cette énergie, les fleurs, les odeurs des fleurs indiens me manquent aussi, des couleurs, bien sûr, même si mhm, j'essaie de colorer comme je peux mon quotidien. Et puis, la langue me manque aussi, oui, plein de choses, la sensibilité des gens. Enfin, oui, oui, il y a plein de choses en Inde qui me manquent. Oui, oui, il n'y a mhm. pas. J'aime D'accord. ce pays. Oui. Et aujourd'hui, imaginons un scénario hypothétique, c'est que si tu dois te séparer de la France des Français, est-ce qu'il y a des choses qui te manqueraient? Ah bah oui, évidemment, énormément. Beaucoup, cette liberté d'expression, cette liberté d'être femme, de mener la vie en manière que je peux le mener, enfin, ma communauté ici, le, le goût de voyage, le goût de prendre des vacances, de apprécier ce qu'il y a. Aussi, je trouve que les Français, ils sont très forts pour pouvoir apprécier, pour être dans l'instant et vraiment pouvoir se déconnecter. Les petites horaires magiques comme des apéros, par exemple, aussi, je trouve, sans exagérer, mais je trouve que c'est des moments suspendus dans une journée. C'est magique. Et surtout, je pense, oui, cette liberté de pouvoir mener Mhm. sa vie, être un individu entier, s'explorer à son plein potentiel. Oui. D'accord. Bah, je continuerai dans la même démarche. Quel- Qu'est-ce que tu penses que les Français peuvent apprendre des Indiens et réciproquement? Bah, s'ils veulent apprendre des Indiens, oui, je ne sais pas, mais je pense que les Indiens sont, malgré leur façon maladroite, extrêmement généreux. Ils partagent facilement, on va dire, je parle de généralité, de globalité, tu vois, Oui. leur contact avec les enfants, pas d'appréhension, l'entraider, prendre un enfant dans les bras s'il pleure et ne pas trop penser à qui il appartient et toujours aller être un petit peu aussi, on va dire, bienveillant, mais aussi avoir à cause de la survie, peut-être aussi avoir ce courage, aussi avoir cette envie de continuer. Les Indiens aussi ont une capacité très forte de s'évader, de s'échapper parce qu'il y a tellement peu de moments Mhm. pour vivre son individualité et son intimité. Du coup, les gens, ils sont très, on va dire, très, très, très efficaces et ils optimisent bien leur capacité de se rendre solitaire et de se échapper de la foule. Tu vois, ils ont cette capacité de se nourrir, les Indiens,
qui ne vient pas d'un choix, mais plutôt des circonstances. Et je pense que ça, on peut aussi apprendre ça. Et je pense aussi on peut apprendre que dans la vie, on peut lutter et on peut avancer. Et je trouve que c'est une grande population et il montre que on peut continuer avec aussi nos valeurs. Moi, je pense que les Indiens aussi sont des gens qui sont quand même d'une grande volonté. Si tu vois tout ce qu'ils survivent, hein. Je parle pas des 10% de riches Indiens qui... Oui, je parle de la Oui. globalité. Et Donc, pour les Indiens, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre des Français? je pense que ils peuvent, euh, ils peuvent aussi apprendre des Français justement ces côtés où peut-être on peut s'ouvrir un peu plus aux autres, on peut peut-être plus installer les aides sociales, on peut peut-être un petit peu essayer, ceux qui ont des moyens, bien sûr, peut-être qu'ils peuvent penser à diminuer des écarts entre eux et les gens moins chanceux et vraiment trouver des solutions pour mieux intégrer Mhm. les autres. Moi, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, je dirais, parce que tu sais, je pourrais pas dire prendre le temps et aller prendre des vacances parce que même si quelqu'un veut prendre des vacances, bah, si le salaire ne permet pas, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? Donc, Oui, oui. ok. Très bien. Je reviens à yoga parce que en 2021, en l'été 2021, quand je t'avais visité dans ton village et après j'ai continué mon périple, je Mhm. suis allé dans une boulangerie dans un autre village à côté et là, j'avais vu une affiche de Bharati Mishra de yoga et j'étais très étonné. Alors, est-ce que tu pourras nous un petit peu parler de ton expérience d'apprendre le yoga? Quelle est ton approche? Comment les Français réagissent ou quelle est ton expérience? C'est, comment expliquer? Le yoga, moi, j'ai appris avec mon père, seul lui dans la famille, pas ma mère. On va dire le yoga physique, parce que après il y a plusieurs parties de yoga. Ma mère, elle allait plutôt faire des chants, des mantras, c'était plutôt dévotionnel, on va dire, bhakti yoga. Mais c'était mon père qui allait voir un gourou qui était un monsieur qui est encore vivant aujourd'hui. Je l'ai rendu visite en décembre. Il allait faire du yoga avec lui. Et il y avait cette partie physique de Hatha Yoga, mais aussi ce côté philosophique. Chaque fois, on partait avec une question. Il y avait des échanges. Il y avait aussi prasad, donc offrande qu'on partage. Chaque fois, quelqu'un apportait un prasad. Ça pouvait être des graines germées, mélangées avec des fruits secs. Donc voilà, tu vois, il y avait ce côté aussi seva et partage que j'aimais bien. Et donc c'est avec mon papa que je faisais, je vais dire entre mes 8 ans et peut-être mes 15 ans. Après j'ai arrêté et j'ai repris quand j'étais toute seule à Lille, peut-être vers 22 ans un petit peu quand je me sentais pas bien, mais pour une pratique personnelle. Et quand je suis arrivée quand j'ai envisagé venir ici en France. Et j'ai quand même pas mal appris à Goa quand j'habitais là-bas. J'ai fait le yoga qui s'appelle Yoga Iyengar. On va travailler avec des soutiens, des bolsters, des briques, des sangles pour aider chaque morphologie à arriver dans une posture, être confortable. Mais c'est en arrivant ici que je me suis dit que l'Inde, bah, là, dans le petit village que je vais vivre, à côté, il y a beaucoup de travail dans le milieu de nucléaire. On peut aller travailler dans les énergies nucléaires, mais aujourd'hui, je ne me sens pas encore très prête à faire ça. Peut-être un jour, si mes besoins financiers ont vraiment des cracks, peut-être qu'il faudra y passer un pas, si je trouve pas d'autres options. Mais sinon, j'ai pas forcément envie de le faire. Et donc, pour gagner un peu d'argent, et petit à petit m'installer, j'ai pensé à ça parce que j'étais à l'aise, j'aimais beaucoup ça déjà, j'avais pratiqué. Donc je me suis formée, j'ai eu un diplôme dans le yoga et j'ai commencé à enseigner. Donc là, ça fait 5 ans que j'enseigne et ma pratique consiste énormément des techniques de respiration pranayama très très différentes selon différentes saisons et différents moments de la journée. J'assimile beaucoup Ayurveda aussi parce que je suis également formée par une école ayurvédique dans le nord de l'Inde, donc sur la mode de vie. Ça peut être vachement utile, donc j'utilise ça aussi.
Et voilà, enfin, j'aime beaucoup ce que je fais et je trouve aussi que ça te donne des fois des moyens de transmettre certains messages qui sont, oui, tu peux délicatement glisser des pensées, des choses. Donc c'est un travail aussi de responsabilité. D'accord. Mais je me souviens que tu avais fait une référence en disant par rapport à à l'approche de beaucoup de Français, je ne dirais pas de tous, euh, par rapport à yoga également, envers le yoga, c'était quelque part un petit peu naïf. Et peut-être qu'ils ne comprenaient pas que c'est le gouvernement d'extrême droite ou d'extrémistes qui est au pouvoir depuis 10 ans maintenant en Inde, M. Narendra Modi, qui est le Premier ministre, instrumentalise quelque part le yoga voilà, pour faire sa politique dans l'Occident. Euh, Par rapport à ça, oui, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Je pense que la médiatisation du yoga est très claire et c'est vraiment à la personne qui voit le message à le comprendre et tu sais, et un petit peu l'interpréter. Mais je trouve que ça a donné beaucoup de visibilité au yoga, effectivement. Et maintenant, c'est de vraiment avoir de pouvoir vraiment bien juger, utiliser son jugement et voir en fait en quel contexte il est utilisé et aussi de voir aussi que le yoga, en fait, ce qui me gêne, c'est pas forcément qu'il soit médiatisé, qu'on utilise yoga pour faire quelque chose, parce que finalement, faire une journée de yoga, c'est chouette parce que yoga, c'est quelque chose, une activité de non-violence. Mais du coup, est-ce qu'on l'applique partout? C'est plutôt ça, non-violence, en quelle sorte? C'est ça plutôt poser comme question. Et aussi, ce que j'aime pas, que quelque part, du coup, des fois, tu as aussi des Occidents qui se auto-prétendent, qui sont des scholars, on va dire, qui vont vachement lire. Et du coup, ils vont commencer à tout critiquer. Une Indienne ou un Indien qui est né en chantant les mantras, il va continuer à le faire. S'il croit dans le pouvoir de Om, bah, il le croit. Il n'a pas besoin d'une validation externe. Il a ni besoin de la validation du gouvernement actuel, ni besoin de la validation des Blancs, tu vois. Il peut le maintenir. C'est ça aussi, tu vois. Moi, je pense il faut faire vachement attention à comprendre le contexte actuel et aussi comment tu appropries. Oui. Comment tu Après, appropries. oui, après, il est vrai que l'approche dans l'Occident envers le yoga, surtout les gens aux États-Unis, qui ont une approche plus méthodique quelque part, et ils ont fait beaucoup de recherches, et donc je ne pense pas que c'est en contradiction, c'est complémentaire, ces deux approches. Mais ce qu'il faut aussi souligner, que le problème n'est pas avec le yoga. Par exemple, le premier ministre de l'Inde, Pandit Jawaharlal Nehru, il était un grand adepte de yoga, qui est d'ailleurs Nehru qui est détesté par Modi. Donc, c'est son instrumentalisation qui est quelque... Oui, et même Gandhi, il a utilisé un des valeurs de yoga qui est ahimsa, qui est non-violence, et il a mené des choses. Donc finalement, il a une figure aussi évidemment controversielle. Mais ce que je veux dire, en fait, parce que moi, je suis dans le métier et des fois, je pense quand même que c'est important de faire des recherches, c'est hyper important de se cultiver, mais je pense quand même il y a des choses innées qui viennent de la culture d'un pays et on peut pas les diminuer. On peut pas. Il faut pas avoir peur des Indiens parce qu'ils parlent bien hindi et qu'ils vont comprendre mieux sanskrit. Ça veut pas dire qu'ils sont forcément contre ce que vous pensez. En fait, c'est ça. Il faut aller chercher plutôt des unions que penser que non, si tu portes un bindi, que tu es extrémiste. Non, en fait. C'est ça aussi. Faut pas avoir peur. En tout cas, ça me donne envie de venir au Pio, dans ton village, et prendre un cours de yoga. Et je pense que peut-être cet été, je le ferai. Ma toute, ma toute dernière question serait de cet entretien. Est-ce que Je vais par... juste brancher mon ordi. Attends, sinon ça va être. Ok. Oui. Ma toute dernière question, c'est...
Est-ce que parfois tu te demandes, après tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as aimé, apprécié, peut-être un peu moins, il y avait des moments difficiles, agréables, un mélange. Est-ce qu'il y a des jours quand tu te demandes, où est la maison? Surtout, maintenant que tes parents sont décédés, tu es installé en France, tu as un enfant, tu as une fille. Comment tu te sens? Comment tu t'engages avec, cette question? Oui, c'est effectivement, c'est pas une question facile, tu vois. Moi, je cherche toujours, je suis en recherche toujours de. Des fois, je le retrouve dans un instant chez moi. Des fois, je le sens quand je suis de retour dans les rues de mon enfance en Inde aussi. Mais ou quand j'écoute une chanson indienne sur Spotify à la maison ici en buvant un chai. Donc, c'est vrai que ça, c'est des petits moments que je réussis à créer et des fois, ça peut aussi être en voyage, sur la route. L'année dernière en Portugal, je me suis vraiment bien sentie. Je me suis dit, ah, tiens, ça pourrait être un pays neutre où on pourrait être tous les deux avec notre fille parce qu'il y avait suffisamment de chaleur et les gens que j'ai pu apprécier. Donc, je pense que ça se cultive. C'est comme une pratique encore de sentir ce sentiment, la maison, et ça enrichit avec chaque expérience de nos quotidiens et de notre vie, tu vois. Donc, je pense plutôt pour moi, je suis là, je me sens pas tout de suite à la maison où je suis, mais aujourd'hui, là, non plus serait la maison Mmh. avec laquelle j'ai grandi. Donc, oui. Barty, nous sommes à la fin de cet entretien. Est-ce que tu as un mot de fin, si tu veux dire quelque chose? Sinon je vais terminer cet entretien. Bah, j'ai eu beaucoup de plaisir, et j'ai bien aimé ta façon de poser des questions et bah, je vous souhaite, bonne continuation et je trouve ça chouette ce que vous êtes en train de mettre en place, comme j'ai dit au début d'entretien et si je pouvais être utile à votre, bah, bien sûr à votre plateforme pour quelque chose, bien sûr au plaisir de collaborer ou d'échanger. Voilà. Merci beaucoup Anubandh. Avec un grand plaisir et je dois aussi te dire que j'ai beaucoup apprécié, aimé ta franchise. Il avait une éloquence, c'est vraiment ça venait du cœur et j'ai appris beaucoup grâce à toi également dans cette dualité qui est, de la vie d'un franco-indien et d'une franco-indienne et vivre, ces moments d'amitié et j'espère de parler avec toi, échanger avec toi à nouveau. À bientôt. Merci beaucoup et à bientôt.